Bon, avant qu'on aille tous se suicider, mais là on peut pas sauter par la tête, c'est un peu gênant. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, Jean? Oui, c'est une contribution au suicide collectif. Parce qu'au-delà des affaires économiques, qui bien sûr, et du poids, des contraintes économiques, est-ce qu'il y a une autre dimension qui joue dans les... Alors je veux dire dans les relations, je ne sais pas si c'est... moi je crois qu'on vit dans un monde qui a peur. Tout le monde a peur. Enfin, peur de l'islam, du chômage, du tsunami. On a peur des vieux, on a peur des jeunes. Les peurs sont largement entretenues par des gens qui vendent des images ou du papier et à mon avis qui sont assumées aussi par des formes de gouvernance ou qui entretiennent ces peurs pour rester en place dans les choses-là. Est-ce qu'à travers les générations, il n'y a pas des confrontations de peurs qui bloquent la transmission? Peut-être Martine ou Natacha. Natacha, puis Martine après. Non, je ne peux pas répondre là-dessus. Je suis comme vous, à entendre Louis Chauvel depuis longtemps, je me dis que je suis typiquement le senior Oni. Non, pas de Martine, chance. Je veux dire que je suis sortie de Sciences Po en 60. J'avais 22 jobs qui s'offraient à moi. Je dois le reconnaître. Bon. Et quant à l'analyse que vous faites à propos de ce qui se passe avec l'alphabétisation, j'ose dire, des jeunes. Enfin, j'ai enseigné assez longtemps à l'université de Nanterre pour absolument navrer avec vous de l'état de calligraphie même. Les gosses ne savent même plus écrire. Quand vous lisez des copies, les lettres se baladent dans tous les sens. Là, il y a vraiment un problème absolument majeur. Et donc, bon, je vais laisser quelqu'un d'autre répondre. Natacha voulait réagir. Voilà. Oui, cette fameuse question des peurs, elle revient assez souvent, mais elle me semble un petit peu problématique parce que tout dépend de ce qu'on met derrière ce mot peur. Je m'explique. Il y avait par exemple, il y a quelques jours, la sortie d'une étude faite par la Fondation pour l'innovation politique sur les jeunes de 35 pays du monde, où évidemment, on voyait une fois de plus que les jeunes Français sont particulièrement pessimistes. Mais attention, justement, être pessimiste, ça n'est pas forcément avoir peur. Et la question est de savoir comment on interprète ce pessimisme. Parce que cette étude montrait que les jeunes Français, donc l'étude portait sur les jeunes de 16 à 29 ans, les jeunes Français étaient beaucoup plus pessimistes que les autres sur l'avenir de leur propre pays. Je crois que les Grecs, les baptêmes, enfin, c'était à peu près pareil. Mais en revanche, ils étaient plutôt optimistes sur leur avenir personnel. Et ils faisaient partie, sur ces 35 pays, des jeunes qui étaient les plus satisfaits de leurs conditions de travail. Ce qui prouve, à mon avis, une certaine lucidité. Alors, l'interprétation qui était faite, et alors, également, dernière statistique, ils étaient extrêmement méfiants vis-à-vis de la mondialisation, alors que les Chinois, notamment, trouvent que la mondialisation, c'est formidable. Bon, là aussi, on comprend à peu près pourquoi. Mais ce qui me gênait, c'était l'interprétation qui m'était donnée par les analystes de la Fondation pour l'innovation politique qui m'expliquaient, vous voyez, le problème, c'est que ces jeunes Français entendent en permanence un discours mortifère sur le monde dans lequel ils sont, l'époque dans laquelle ils vivent, et donc, eux qui voudraient s'intégrer dans cette époque parce que c'est la leur, se sentent en décalage, étant donné les discours dominants, officiels, qui sont extrêmement sombres, d'où ce pessimisme. Or, moi, je l'interprète différemment, ce pessimisme. Je pense que les jeunes Français, au vu de cette étude, estiment qu'ils sont plutôt satisfaits de leur travail quand ils en ont un, parce qu'ils sont déjà ravis d'en avoir un, qu'ils sont capables de se rendre compte que à l'heure actuelle, ils sont dans une situation qui, par rapport au reste du monde, est plutôt favorable, et qu'en même temps, ils ne se font aucune illusion sur le devenir de la France dans le cours de l'histoire, et qu'ils savent très bien qu'ils sont dans un pays qui est en train, justement, d'être déclassé et de ne plus faire partie de l'histoire, et que c'est ça qui est dramatique. Mais il me semble que ce n'est pas une question de peur, c'est une question de lucidité. La question ensuite essentielle, c'est celle de savoir quelle réponse on apporte à cela, quelle réponse politique. Mais encore une fois, c'est aussi, me semble-t-il, une réponse culturelle. Je prendrai un seul exemple, notre rapport à l'Europe. Je crois que la façon dont nous construisons l'Europe est très révélatrice
de cette question de la transmission culturelle. Il est quand même extraordinaire que nous ayons réussi à effacer de l'Europe, qui est censée être un des plus beaux rêves du XXe siècle, toute référence aux racines, à la mémoire, à la culture. La seule petite trace dans le fameux traité constitutionnel européen, la seule petite trace culturelle qui nous rappelait que si nous faisons l'Europe, c'est parce qu'il y a quand même une culture européenne, que nous en sommes les héritiers. La seule trace, c'était un épigraphe tiré de la guerre du Péloponnèse de Thucydide qui avait été mis donc, par les rédacteurs de ce traité. Une petite phrase qui ne mangeait pas de pain, c'était dans le discours aux morts de Périclès. Nous appelons notre régime démocratie parce qu'il défend les intérêts du plus grand nombre et non pas d'une minorité de citoyens. Sympathique comme tout, ça a été retiré avant que nous ayons l'occasion de voter sur le texte. Ça a été retiré par le Conseil des ministres des Affaires étrangères européens par 23 voix sur 25, les deux derniers qui ont voté non étant la Grèce et Chypre. Et pourquoi ? Eh bien parce que Thucydide écrivait, il était athénien, Athènes, une démocratie, oui, mais les esclaves, oui, mais les femmes ne votaient pas, Périclès était un homme de guerre, etc. Donc tous ces gens-là n'ont pas de leçons à nous donner. Et on a évacué cela, comme on est en train d'ailleurs d'évacuer l'hymne européen, enfin voilà, tout ce qui peut nous rappeler que tout cela a un sens. Donc il me semble qu'il est quand même assez hallucinant d'essayer de construire l'avenir de cette façon-là et qu'on ne voit pas très bien justement comment la jeunesse européenne pourrait avoir envie de continuer dans cette aventure. Et d'ailleurs, l'un des enseignements de cette étude de la Fondation pour l'innovation politique, c'est que globalement, les jeunes dans le monde ont assez peu confiance dans les institutions, que ce soit celles de leur pays, les institutions internationales et alors pire que tout, pour les jeunes européens, les institutions européennes. Voilà.